Hello tout le monde et bienvenue. Dans la précédente vidéo, nous avons entraîné notre modèle avec la fonction d'erreur cross entropie. Ça nous a permis d'avoir de plus grosses erreurs, mais un entraînement qui est meilleur. Et donc du coup, on est passé d'un accuracy, donc d'un pourcentage de réussite de 58% à 80%. Donc c'était vraiment beaucoup meilleur. Alors, cette fois-ci, nous allons introduire encore quelque chose de plus. Vous vous souvenez quand on a préféré le cross-entropie au MSE à cause des dérivés? Vraiment, c'est tout l'essence de ce qu'on est en train de faire juste là. C'est-à-dire que si j'ai une courbe qui est comme ça, regardez, si j'ai une courbe qui est comme ceci, sa dérivée, elle sera 0 parce qu'elle est constante. Ça, c'est les x. Ça, c'est les y. Donc, quand on bouge de là à là, il n'y a pas une grosse différence, c'est la même chose. Donc, la dérivée sera constante. La dérivée est... non, c'est une constante, donc la dérivée, elle est nulle, elle est 0. Quand on fait la différence entre y de ceci et y de ceci, ce sera 0 puisque c'est la même chose. Donc, du coup, quand je prends une courbe qui est comme ceci, comparé à une courbe qui est juste comme cela, celle-ci, elle est meilleure parce qu'elle est beaucoup plus raide. Quand je mets une balle ici, alors je vais prendre une autre couleur. Si je dépose une balle ici, elle va arriver à 0 plus vite que la balle qui est ici. Parce que celle-ci a le temps de prendre un momentum, une vitesse. Pourquoi? Parce que sa dérivée, elle sera beaucoup plus importante en fait. Et si vous vous rappelez, dans la vidéo où j'ai expliqué la dérivée, le concept de dérivée, je vous ai dit que par exemple, la vitesse était la dérivée de la distance par rapport au temps. Je vous l'ai dit, si ça c'est le temps et ça c'est la distance, ok? Donc, de temps supposons que ça c'est 3 minutes et que ça c'est 10 minutes. Dans cette durée-là, cette personne aura parcouru la distance là, juste cette distance-là. Donc, il est ici. Et en cette durée, l'autre courbe a parcouru la distance qui arrive jusqu'à ce niveau. Vous voyez la différence? Donc, du coup, la dérivée, elle est beaucoup plus importante dans ce cas. C'est pour cela qu'on s'intéresse toujours aux courbes qui nous donnent de meilleures dérivées. C'est pourquoi on a préféré le cross-entropie au MSE. Maintenant, dans notre manière de faire là, n'oublions pas ceci. Nous avons quand même utilisé, alors ici, comme activation, comme non-linéarité surtout, on a utilisé le sigmoïde. Et si vous vous rappelez le sigmoïde ressemble à quelque chose comme ceci. Le sigmoïde, c'est quelque chose qui est comme ceci. Vous voyez? Le sigmoïde est quelque chose qui est comme cela. Et les valeurs sont entre 0 et 1. Et c'est 0,5 ici. Non, les valeurs sont là entre 0 et 1. Et là, c'est entre moins l'infini et plus l'infini. Et à 0, là, on a 0,5. Donc, ceci, ça ne vous pose pas un problème puisque le sigmoïde est dans notre équation. C'est-à-dire que généralement même, quand on a le produit matriciel et l'ajout du biais, on a le sigmoïde qui vient après. Et lui, il joue sa part dans la propagation des gradients dans ce sens. Donc, du coup, le problème, c'est que pour les valeurs qui sont entre là et là, on a une courbe qui est bien raide. Si on dépose une boule ici, elle va arriver très rapidement. Mais de là à là, on n'a pas de bon gradient. Et de là à là aussi, on n'a pas de bon gradient du tout parce que c'est presque constant. Alors, on va l'afficher, vous allez voir ce que ça donne. Vous allez voir ce que ça donne. Je vais réafficher, alors ici, puisque ce que je veux, tout ça c'est pour vous montrer une nouvelle fonction d'activation. Hein. Nouvelle fonction d'activation. Donc, je vais afficher le sigmoïde. Donc, du coup, je vais prendre des valeurs aléatoires. Je vais prendre des valeurs entre NP range. Je vais prendre des NP arrange, pardon, c'est arrange.
Je vais prendre des valeurs entre moins 5 et 5 avec un pas de 0,01. OK? Et maintenant, je vais appliquer la fonction sigmoïde. Alors, la fonction sigmoïde, au lieu de l'écrire moi-même, on peut juste l'importer de TensorFlow. tfnn.sigmoid. OK? Donc, le résultat, je fais values et je mets résultat sigmoïde. Je vais appeler ça sig. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plt.plot de values et le y, ce sera le sigmoïde. Et je fais un plt show, tout simplement. Voilà. On va voir. Vous voyez? Vous voyez comment le sigmoïde il est? Donc, du coup, là, entre moins 2 et 2, il est vraiment bien. Alors là, j'ai pris des valeurs entre moins 5 et alors, je vais prendre entre moins... Allez. Je vais prendre entre... Allez, pour qu'on voit bien, alors 10. Non. Moins 100 et 100. Alors, prenons ça. Entre moins 100 et 100. Et je vais prendre même pas de 0,1 seulement. Même pas... Ouais, non, prenons pas de 1 plutôt. OK? Et regardons ce que ça va nous donner. Oh, on a un problème là. Alors, je vais prendre le pas de 0,1. 0,1. Voici si ça fonctionne. OK. Voilà. Vous voyez? Quand je prends plus de valeur, vous voyez que autour de 0, on a une couche qui est... On a un truc qui est bien raide. Hein? Mais quand on s'en éloigne, vous voyez, ça est presque constant. Donc du coup, pour des valeurs qui vont être qui seront après 2, on aura des dérivés qui seront presque nuls. Et ça va empêcher on aura encore imaginez des 0,000001 comme dérivés, et on doit les multiplier. Là, à la fin, on aura des dérivés qui sont trop petites. Vraiment trop petites. OK, dans la prochaine vidéo, on va trouver une solution à ça. OK? Et ça va nous permettre d'avoir un meilleur résultat. Enfin, on l'espère.